la place de la Concorde, qui était la place de la Révolution, la guillotine, avant le Champ de Mars de Paris, non plus celui de Rome, mais celui de Paris, où ont eu lieu les grandes fêtes du début de la Révolution, des fêtes euphoriques sur le rassemblement de tous des trois États, des trois ordres. Et Mercier ajoute une nouvelle préface où il revendique tout ce qu'il a dit, explique qu'il republie son texte sans en changer une ligne, et il se présente comme celui qui a prophétisé l'avenir. Jamais prédiction, j'ose le dire, ne fut plus voisine de l'événement et ne fut plus, en même temps, plus détaillée sur l'étonnante série de toutes les métamorphoses particulières. Je suis donc le véritable prophète de la Révolution, je le dis sans orgueil. Mais en même temps, il précise tout de suite qu'il avait prédit 89, il n'avait pas prédit la terreur. Et c'est assez étonnant parce qu'il utilise le mot révolution au singulier pour la bonne révolution qu'il avait prédite, celle de l'an 2440, et les révolutions au pluriel comme un ensemble d'événements où il y a eu, hélas, beaucoup de mal et beaucoup de violence. Il conclut cette nouvelle préface en appelant à la cicatrisation et à la décantation de ce qu'il y a de négatif dans la Révolution. Je cite, « Voyons le présent qui s'améliore. Dans 10 ans seulement, nous commencerons à voir un changement si considérable qu'on ne pourra plus croire déjà que certaines erreurs ont existé. Lecteurs, voyez comme moi dans l'avenir tous les biens que la Révolution va produire. » C'est-à-dire qu'au début de l'an 2440, réédité, il faut encore attendre, non pas 700 ans, mais au moins 10 ans. Le bonheur est toujours pour demain. En tout cas, je voudrais pour conclure voir comment ce texte aide à réfléchir sur la relation entre utopie et action politique, entre ce que Ernst Bloch appelait le principe espérance et la réalité concrète. Bien sûr, une utopie se libère de tout réalisme pour penser la différence, mais en même temps, elle fonctionne un peu comme le rêve chez Freud, par agglomération d'éléments de l'expérience vécue, mais réorganisés dans un scénario neuf et révélateur. Toute la Révolution française va avancer en clopinant, en boitant, entre un rêve utopique et les urgences quotidiennes, les réalités contradictoires, les résistances internes, les agressions externes. En 10 ans, la Révolution française va expérimenter la plupart des régimes. On part d'une monarchie de droit divin, on connaît une monarchie constitutionnelle avec une assemblée, puis une république censitaire où le droit de vote était réservé aux propriétaires et aux hommes, puis, c'est le plus loin qu'on est allé, une république où le droit de vote devenait universel mais restait réservé aux hommes. On a même essayé, théoriquement, une démocratie directe où les citoyens pouvaient intervenir en permanence et révoquer leurs députés. Mais tous ces bouleversements restaient habités, dominés par un rêve utopique et harmonique qu'on pourrait retrouver
dans l'architecture de ceux qu'on a appelés les architectes utopistes, Ledoux, Boullée, qui rêvent aussi de cités géométriques et qui ont essayé d'accompagner la Révolution en dessinant des arcs de triomphe, des assemblées nationales, des monuments commémoratifs, mais en fait qui n'ont jamais eu le temps de réaliser. La Révolution n'a jamais élevé que des monuments éphémères de papier et de carton pour les fêtes. Mais on pourrait penser aussi à un autre élément utopique qui est devenu réalité, qui est le calendrier et le système métrique. Alors, le calendrier n'a pas duré. Vous savez que la République a été proclamée un jour d'équinoxe, le jour où la nuit était égale au jour, comme symbole de l'égalité. Et le calendrier, enfin l'année a été divisée en mois qui avaient tous 30 jours, avec donc des jours supplémentaires à la fin. Et les saints du calendrier grégorien étaient remplacés par des productions de la nature. Et tous les mois, tous les jours, donc, avaient des noms nouveaux. L'année commençant donc le 22 septembre, les premiers mois, c'était Vendémiaire, le mois des vendanges, Brumaire, le mois des brumes, Frimaire, le mois du froid qui vient, et les premiers jours de l'année, donc puisqu'on était en Vendémiaire, c'est le jour consacré au raisin, puis au safran, la châtaigne, le colchique, le cheval, etc. Bon, ce calendrier n'a pas duré au-delà de 10 ans. Là, vous avez encore, oui, tout en bas, vous avez encore an 10. L'an 12, l'an 13, l'an 14, et après cela a disparu. Il n'y a plus que quelques enthousiastes qui de temps en temps se réclament aujourd'hui de l'an 200, je ne sais pas quoi, de la République. Mais en revanche, le système métrique, qui lui aussi se voulait fonder non plus sur le pied ou la main du roi, mais sur une mesure exacte faite par les savants de l'Académie des sciences de la Terre, et ce calendrier, sur sa logique décimale, s'est imposé pour mesurer les distances, les volumes et les poids. Dernier exemple pour finir. Je vous montre tout de suite deux images. Ce matin, on a évoqué Hubert Robert, qui est le grand peintre des ruines en France, qui va inspirer Diderot et lui inspirer les grandes pages sur la poétique des ruines. À l'époque de la Révolution, le Louvre, qui était le palais du roi à Paris, il y avait Versailles, et puis le Louvre au cœur de Paris, le Louvre où se réunissait déjà l'Académie de peinture et où des appartements étaient donnés sous forme de bourse par le roi à des artistes. L'art envahit tout le Louvre, qui devient un muséum national, et où on va rassembler toute la peinture possible pour l'organiser de manière historique, chronologique, et l'ouvrir à tous. Alors, là encore, on voit ce qu'il peut y avoir de négatif dans certaines utopies. On a l'utopie d'une collection nationale, voire, et c'est là où on passe au négatif, d'une collection européenne. Le directoire et les généraux du directoire, en particulier Bonaparte, puis quand il devient Napoléon, va vouloir rafler toutes les collections
essentiellement en Allemagne et en Italie, pour rassembler un musée idéal de l'art européen. À ce moment-là, ce projet suppose le vol des autres pays. Mais on voit le rêve d'un muséum européen. L'ennui, c'est que c'était à cause de la guerre. Hubert Robert participe au projet de réorganisation du Louvre et en particulier, il dessine un projet extrêmement novateur techniquement où il ouvre le plafond pour avoir un éclairage zénital, un éclairage naturel par le haut. Alors, vous reconnaissez là Raphaël, des Guido Reni, toutes les toiles qui sont représentées sont des toiles qui sont réellement dans le Louvre. Et j'ai oublié aussi ce qui a été finalement repris. L'éclairage zénital n'existe pas. Mais ce qui a été repris, alors je ne suis pas spécialiste d'architecture, mais c'est des travées pour marquer chronologiquement l'histoire de la peinture. Et on a donné, ça c'est la grande galerie qui est le long de la Seine, c'est la galerie la plus noble qu'on a donnée à la peinture italienne, comme une espèce d'art matriciel pour toute l'Europe. Et ce même Hubert Robert, qui d'ailleurs s'est représenté peut-être en train de travailler, va peindre le Louvre en ruine. Donc plus aucun tableau, plus aucune toile. La peinture est devenue poussière. En revanche, les sculptures existent toujours. Donc, vous avez l'Apollon du Belvédère. Et alors là, c'est trop noir, excusez-moi. On a un esclave de Michel-Ange qui est là. Donc, l'utopie, là, c'est bien un exercice de relativisation du présent. Là encore, le Louvre est digne de la Rome antique, mais en même temps, c'est ce que j'appellerais, dans notre vocabulaire aujourd'hui, une optimisation des leçons de l'histoire. Dernier mot, je commençais en disant nous sommes trois à avoir parlé de l'an 2440. Quand j'étais lycéen, on ne parlait pas de ce texte qui n'était pas dans les manuels. Il n'appartenait pas au canon scolaire. C'est en mai 68, dans une période d'effervescence aussi utopique, je crois, je défends l'idée que c'était une période utopique, que l'intérêt pour l'utopie s'est réveillé. On a publié l'an 2440, c'est le moment où je l'ai découvert. J'étais un jeune doctorant et aujourd'hui, le texte fait partie des textes étudiés dès l'enseignement secondaire. Mais j'ai vu que la première traduction complète en italien est récente. Elle date, je crois, de 1993. Et alors, le texte aujourd'hui, donc, est accessible, on l'étudie. Est-ce que ça veut dire que l'utopie n'est plus qu'un objet d'étude? Non. Je crois qu'il dépend, comme toujours, de nous, que l'utopie continue à être un moteur de réflexion et d'action, alors que l'idée de progrès change. On essaye de penser à un progrès qui ne soit pas purement quantitatif, que l'idée même d'avenir change. On a dit, est-ce que l'avenir a encore un futur? Eh bien, espérons-le. Merci.
Mathieu Delon, che è professore di letteratura alla Sorbonne di Parigi ed è specialista dei temi dell'illuminismo e della rivoluzione francese. Nella sua davvero vasta bibliografia ricordo che ha diretto il Dictionnaire européen des Lumières ed ha curato la pubblicazione delle opere di Diderot e di de Sade per la Pléiade, e quindi Utopie et Lumière. Merci beaucoup pour la présentation et pour l'invitation. Je suis toujours heureux de revenir à Gênes. Depuis l'année dernière, hélas, mes progrès en italien ne me permettent toujours pas de m'adresser à vous dans votre langue, donc excusez le recours à la traduction. Et je voudrais aussi vous demander de m'excuser d'un effet de répétition, puisque dans l'ensemble de ces journées, nous allons être 3 à parler de l'an 2440 de Mercier. Bon, c'est significatif de l'importance de ce texte. Ce matin, Alain Schnapp en a parlé du point de vue des ruines, et demain, une collègue de philosophie, Laura Tunda Ferrente, en reviendra sur ce texte. Les époques d'effervescence utopique, vous en apercevez tous durant ces présentations, sont celles où les anciennes frontières bougent, craquent. Vous êtes tous partis de là. En 1492, Christophe Colomb aborde une île. En 1500, Amerigo Vespucci rend compte à l'Europe de cette découverte et appelle ce nouveau monde, enfin, va laisser son nom à ce nouveau monde, l'Amérique, et en 1516, tout commence avec l'utopie proprement dite. C'est-à-dire que l'ouverture de l'espace géographique a bousculé les références traditionnelles, a écarté les lieux de croyances religieuses. Le paradis n'est plus sur terre, il est ailleurs. Et du coup, l'espace mental de critique et de novation va se fixer sur des lieux lointains, des îles. Et 2 siècles et demi plus tard, au milieu du XVIIIe siècle, nous sommes à une époque où les circumnavigations ont ceinturé le globe, où les cartes de géographie se font plus précises, où l'inconnu rapetisse, mais l'ailleurs continue à faire rêver à une vie différente. Les grands navigateurs, vous les connaissez, c'est Bougainville, James Cook, La Pérouse, qui tous effectuent des voyages autour du monde. Ils diminuent les zones blanches sur les cartes, mais la critique sociale, politique, continue à se réfugier dans des îles lointaines, des îles de l'autre côté de notre globe, ou bien cette critique élève des montagnes ou creuse des canaux pour isoler la terre utopique comme un champ où se déplace la limite entre le possible et l'impossible, voire le pensable et l'impensable. On a toute une série au XVIIIe siècle d'utopies qui se passent dans le continent austral, qui serait une terre encore à découvrir. D'autres cherchent cet autre monde au cœur de la terre,
Il y a une utopie de Casanova, on oublie que c'est aussi un grand utopiste, qui se déroule, l'Icosaméron, au cœur de notre terre, ou bien nous avons des évasions vers la Lune ou vers les astres. Quand les injustices ici-bas sont trop criantes, trop insupportables, il faut un ailleurs pour se libérer de l'évidence que ce qui existe existera toujours. Et comme je le disais, le paradis religieux n'est plus de ce monde, donc ailleurs, on peut imaginer une vie meilleure. Ce qui change sans doute au XVIIIe siècle, dans le cadre de la philosophie des Lumières, c'est l'introduction du temps, un changement du rapport à la temporalité pour décrire l'utopie. La temporalité était contrainte dans nos sociétés chrétiennes, par la création et le jugement dernier, c'est-à-dire le passé et l'avenir appartenaient à Dieu. Donc, c'étaient les lointains géographiques qui étaient à la disposition des hommes. Ce qui change avec la philosophie des Lumières, c'est cette émergence plus précise d'une conscience historique. Déjà, entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, la querelle des anciens et des modernes a opposé les tenants d'une histoire qui ne peut être que perte, décadence, à ceux pour qui l'avenir est éventuellement ouvert à une amélioration. Donc le meilleur n'est pas toujours du côté du passé. C'est aussi l'époque où l'on fait des fouilles qui permettent de trouver des animaux fossiles et donc d'établir une autre histoire du globe et l'histoire des fouilles archéologiques qui permettent de remplacer les vanités, les memento mori par des éléments objectifs d'un passé qui s'inscrit dans une histoire qui relève des historiens. Cette mise en perspective encourage à la fois à reconstruire sur le papier les cités antiques telles qu'elles étaient quand elles étaient toutes neuves et inversement ou symétriquement à imaginer les cités modernes transformées en ruines futures. C'est comme ça que Piranèse, dont vous connaissez les dessins des ruines romaines, représente aussi un champ de Mars tout neuf. Il déborde les documents archéologiques et il édifie une Rome géométrique, rationnelle. Et inversement, Alain Schnapp ce matin nous montrait le dessinateur parisien Gabriel de Saint-Aubin qui va nous montrer les monuments parisiens en l'an 2000 ou en l'an 3000. Je ne sais pas comment je déclenche les images. Si c'est possible. Bon, elles vont apparaître. Je continue. Alors, dans ce mouvement, soit vers le passé, soit vers l'avenir, où le passé peut être neuf et où l'avenir peut être
en ruine, vous avez une relativisation générale qui correspond aussi, au-delà de l'architecture, j'appuie sur... Pardon, excusez-moi. Donc là, Alain Schnatt nous l'a montré ce matin. Pour ceux qui connaissent Paris, donc c'est la place du Panthéon, qui est à l'époque l'église Sainte-Geneviève, et qui, en dessous, on lit « Vue prophétique de l'église de Sainte-Geneviève pour l'an 3000 ». Ce sont des ruines très, très bien conservées. Alors, c'est aussi la revendication de Paris d'être une capitale aussi digne que Rome. Mais là où aujourd'hui nous avons la bibliothèque Sainte-Geneviève, qui a été construite au XIXe siècle, vous avez une perspective d'autres ruines. Inversement, là, Piranèse représente une Rome parfaitement propre, dont on pourrait, nos collègues historiens de l'Antiquité, pourraient dire la part d'imagination et d'utopie qui intervient dans cette présentation d'une Rome antique toute neuve. C'est aussi le moment où l'on pense l'histoire, l'avenir, comme une liberté qui permettrait de juger les gouvernements tyranniques, la postérité, c'est le mot qui intervient sous la plume de Diderot ou d'autres, la postérité est une liberté, c'est une espèce de jugement dernier humain, d'une immanence historique. Et devant les ruines, on condamne les tyrans qui les ont construites, si nécessaire. Et c'est dans ce contexte que Louis-Sébastien Mercier publie, vers 1771, étant donné que c'est un texte clandestin, qui a eu beaucoup de succès, mais clandestin, la date n'est pas totalement précise. L'an 2440, rêve, le sous-titre, rêve s'il en fut jamais, et c'est donc le premier texte où les îles lointaines sont remplacées par un saut vers l'avenir, où le déplacement dans l'espace est remplacé par un déplacement dans le temps. Le roman se présente d'abord à l'époque où écrit Mercier, et il aurait discuté un soir avec un Anglais, donc l'Anglais représentant un gouvernement représentatif, donc incarnation d'une certaine liberté politique et d'un jugement personnel. L'Anglais a critiqué le Paris du temps comme mal adapté à la circulation, comme sans installation hygiénique, rongé par la misère, par les disproportions de fortune, et le narrateur s'endort sur ces discussions et le matin se réveille en ayant très très mal au dos. Tous les gens ici qui ont au moins mon âge savent ce que c'est, parce que lui en plus il se réveille, il a 700 ans. Donc ce qu'il ressent d'abord, c'est son corps nettement vieilli. Mais la ville qu'il connaît, son Paris, est étonnamment rajeunie.
En sortant de chez moi, je vis une place publique qui m'était inconnue. On venait d'y dresser une colonne pyramidale qui attirait les regards des curieux. C'est cette colonne-là. On se croirait un peu à Gênes. Hein, vous ne trouvez pas? J'avance et je lis très distinctement l'an de grâce 2440. Ces caractères étaient gravés sur le marbre en lettres d'or. Et il croit d'abord à une erreur, et il constate que cette date se retrouve sur toutes les affiches et les monuments de la ville. On est bien en l'an 2440, c'est-à-dire 7 siècles après la naissance de l'auteur. Et il se trouve dans le Paris du futur comme un peu lui-même, il devient comme le Persan de Montesquieu ou le Huron de Voltaire dans une ville qui lui est devenue étrangère. Je cite encore Mercier. Tout était changé. Tous ces quartiers qui m'étaient si connus se présentaient à moi sous une forme différente et récemment embellie. Je me perdais dans de grandes et belles rues proprement alignées. J'entrais dans des carrefours spacieux où régnait un si bon ordre et je n'y apercevais pas le plus léger embarras. Alors, il faut bien se souvenir que le Paris de la fin du XVIIIe siècle, c'est encore un Paris grandement médiéval, hein, ce Paris qui va exister jusqu'aux travaux d'Haussmann, hein, dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Et c'est lui, Haussmann, qui va ouvrir des grandes et belles rues, des grandes avenues, hein, comme ça il n'y avait pas de barricades ni de révolution, et des grandes places. Mais Mercier rêvait de ce type d'urbanisme. Il doit abandonner sa perruque, son costume d'Ancien Régime. Alors, quand on regarde le frontispice de cette édition, qui est une édition ultérieure, en fait, on trouve qu'il n'y a pas tellement de différence entre le narrateur, hein, et les autres personnages. Et il s'avance dans le Paris utopique. Ce qui frappe d'abord, c'est les maisons qui ont disparu sur les ponts, hein, comme certains ponts à Florence ou à Venise, hein, encore les maisons sur les ponts, qui ont disparu, et que partout l'air circule et le soleil également. Donc pour la santé du public, c'est bénéfique. De même, un système de fontaines apporte de l'eau dans tous les quartiers sans avoir besoin des porteurs d'eau. Il imagine également un Paris où il y a beaucoup de jardins et où même on a, pour employer le mot à la mode aujourd'hui, végétalisé le sommet des maisons. Mais au-delà de cette apparence extérieure, hein, ce qu'il découvre, c'est aussi une autre société où la valeur désormais est le travail, le mérite, et non plus la naissance. La monarchie est constitutionnelle et l'État contrôle la qualité des produits mis en vente et la régularité des prix dans l'alimentation. Il y a une religion qui est tolérante, universelle, sans révélation particulière. L'enseignement est tourné vers les savoirs concrets, pratiques, scientifiques. Alors, tous ceux qui, nous sommes plusieurs
dans cette salle à nous battre pour les langues anciennes, alors on est très contrarié parce que Louis-Sébastien Mercier présente comme un progrès le fait qu'on a cassé la dictature du latin et du grec, qui, pour lui, sont des langues liées à la valorisation du passé et à une religion close, disons, et particulière. De même, on est un peu inquiet quand il écrit un chapitre sur la Bibliothèque nationale, parce qu'il explique qu'on a quand même éliminé de la bibliothèque beaucoup de choses inutiles, de théologie, de jurisprudence. Aujourd'hui, nous trouvons que détruire des livres, c'est toujours inquiétant. En revanche, on a des chapitres qui restent utiles sur ce qu'il appelle l'inoculation, l'ancêtre de la vaccination, et qui n'était pas encore entré dans les mœurs en France, et il argumente en faveur de ces techniques, même si elles sont nouvelles, si elles frappent, il faut dépasser les préjugés pour accepter cette possibilité d'améliorer la santé de chacun. Dans les romans classiques dont il a été souvent question dans les conférences, le voyage vers l'utopie suppose un moment de crise, une tempête, un risque. La violence de la mer, le naufrage, était souvent une forme d'initiation pour arriver à un monde radicalement différent. Qu'en est-il pour l'an 2440 ? Mercier tient un double discours. Le discours le plus apparent, c'est que en l'an 2440 règne un arrière-petit-fils de Louis XV. C'est-à-dire que la Révolution s'est faite par en haut, comme une réforme radicale qui aurait été imposée par un pouvoir éclairé. Je cite Mercier. « Le croiriez-vous ? La Révolution s'est opérée sans effort. » Alors, bien sûr, nous sommes avant 1789, donc le mot « révolution » est un mot banal qui, en français, n'est pas encore polarisé par ce qui va se passer 20 ans plus tard. Donc la Révolution s'est opérée sans effort et par l'héroïsme d'un grand homme. Un roi philosophe digne du trône puisqu'il le dédaignait, plus jaloux du bonheur des hommes que de ce fantôme de pouvoir, redoutant sa postérité, vous voyez, redoutant le jugement de la postérité. Et se redoutant lui-même, il a une conscience, offrit de remettre les États en possession de leurs anciennes prérogatives. Les États, ce sont les États provinciaux, les États généraux, qui étaient une forme de représentation de la population à partir de la division de la société en 3 ordres, le clergé, la noblesse et le tiers-état. 3 ordres, le tiers-état représentant l'essentiel de la population et n'étant qu'un tiers de cette représentation. Une des premières revendications au moment de la Révolution va être le doublement de la représentation du tiers-état. Donc la transition se serait faite euphoriquement, si je puis dire. Pourtant, un autre discours apparaît dans le texte. Le narrateur visite Paris et arrive sur une grande place où il voit un monument qui est une allégorie de l'humanité. C'est une femme qui représente
l'ensemble de la population humaine, et autour d'elle, on a des personnages à genoux, dans l'attitude de la douleur et du remords, et ce sont les différentes nations qui demandent pardon des crimes qu'elles ont commis contre l'humanité. Par exemple, la France demande qu'on lui pardonne les violences des guerres de religion, des guerres civiles, entre protestants et réformés au XVIe siècle, qu'on pardonne la nuit horrible de la Saint-Barthélemy et la révocation de l'édit de Nantes. Et les autres pays, comme ça, il y a tout un long chapitre où chaque pays prend conscience des violences de son histoire. Mais un second monument déplace l'attention de l'Europe vers le Nouveau Monde et vers des injustices qui ne sont plus du passé mais du présent. Enfin, au XVIIIe siècle, lorsque Mercier écrit, je cite, « Je sortais de cette place lorsque vers la droite, j'aperçus sur un magnifique piédestal », donc je lis un texte du XVIIIe siècle avec le vocabulaire du XVIIIe siècle, donc j'aperçus un nègre, la tête nue, le bras tendu, l'œil fier, l'attitude noble, imposante. Autour de lui étaient les débris de 20 sceptres. À ses pieds, on lisait ces mots « Aux vengeurs du Nouveau Monde ». Donc là, on n'a plus une allégorie, une abstraction, on a une figure historique qui serait un esclave noir révolté qui aurait mené les guerres de libération contre tous à la fois les colons et les peuples colonisateurs, les métropoles, comme une espèce d'anticipation de Toussaint Louverture ou de bien d'autres qui ont animé les révolutions à Haïti et dans les différents pays, puis plus tard, Bolivar, en Amérique du Sud. Je cite encore Mercier, qui imagine, donc vous voyez, entre le présent de son écriture, le XVIIIe siècle, et l'an 2440, il y a eu une révolte et une révolution qui a fait disparaître l'esclavage et le colonialisme. Voilà les mots de Mercier. Tant d'esclaves opprimés sous le plus odieux esclavage semblaient n'attendre que son signal, donc ce noir vengeur du Nouveau Monde, pour former autant de héros. Le torrent qui brise ses digues, la foudre qui tombe ont un effet moins prompt, moins violent. Dans le même instant, ils ont versé le sang de leurs tyrans. Français, Espagnols, Anglais, Hollandais, Portugais. Vous avez de la chance, il n'y a pas d'italien là. Tout a été la proie du fer, du poison et de la flamme. La terre de l'Amérique a bu avec avidité ce sang qu'elle attendait depuis longtemps, et les ossements de leurs ancêtres, lâchement égorgés, ont paru s'élever alors et tressaillir de joie, etc. Donc c'est étonnant, dans le même texte, vous avez l'idée qu'en France, la révolution a été facile, heureuse, et qu'en Amérique, la nécessité de la violence, voire des morts, est rejetée de l'autre côté en Amérique. Donc l'utopie, la découverte des îles utopiques supposait la tempête, la violence, qui était la métaphore aussi de la violence des hommes. Et donc, sous la plume de Mercier, le soulèvement des Noirs, des Indiens d'Amérique, est comparé à un orage, voire même
il reprend des images bibliques, un ange exterminateur, non pas pour la fin des temps, mais pour des temps nouveaux et un futur réformé. Ici, on peut faire l'économie de la Révolution, mais là-bas, ce n'était pas possible. Il faut une lutte armée et la violence. Ou pour le dire encore en d'autres termes, la Révolution en Europe s'accomplit par en haut. Dans le nouveau, elle se fait par en bas, par les opprimés qui prennent en main leur action. Et le roman de Mercier s'achève sur une antithèse entre deux vieillards. L'avant-dernier chapitre raconte l'enterrement d'un vieux paysan qui incarne toutes les valeurs nouvelles. Il a travaillé toute sa vie, sa terre, il a produit, il a une famille et sa communauté se réunit pour lui rendre hommage à travers la pompe funèbre. C'est donc le bon vieillard. Et puis dans le tout dernier chapitre, comme on l'a vu en écoutant la Schnapp ce matin, on a un vieillard qui ne peut trouver le repos. Nous sommes à Versailles. À Versailles, on ne trouve plus que des débris, des murs entr'ouverts, des statues mutilées, quelques portiques à moitié renversés, et est assis sur un chapiteau le vieux Louis XIV qui prend conscience de l'inutilité d'un palais qui aurait été élevé pour sa satisfaction solitaire. On a donc l'inversion des valeurs traditionnelles. Le roi est l'inutile et le vieux paysan est celui qui, à travers son travail, à travers le sens de la communauté, à travers sa famille, a constitué une histoire humaine. Et d'ailleurs, quand on lit ce chapitre, cet ultime chapitre de l'an 2440, consacré aux ruines de Versailles, on hésite un peu sur la nature de ces ruines. Est-ce que c'est l'usure du temps? Ou est-ce que, bien qu'il n'ait jamais été question de révolte ou de révolution, est-ce que ce ne serait pas des ruines causées par des êtres humains? Cette grande distinction entre les ruines causées par le temps et les ruines causées par les hommes va être développée après la Révolution française par Chateaubriand, souvent par des auteurs contre-révolutionnaires qui vont valoriser les ruines du temps, qui nous font songer à un point de vue moral, par opposition aux ruines provoquées par la Révolution. Et l'exemple que prend Chateaubriand, c'est l'abbaye de Saint-Denis, la basilique de Saint-Denis, au nord de Paris, où étaient enterrés les rois de France, qui a été un peu bousculée, disons, pendant la Révolution. Et les rois ont été aérés dans leurs tombeaux. Donc, les chemins qui mènent à l'an 2440 me semblent contradictoires, avec une grande voie royale et l'idée qu'on ne peut pas faire l'économie d'une révolution. On comprend que ce texte, qui est publié sans nom d'auteur, qui est publié sans autorisation, bien sûr, sans privilège, qui est introduite clandestinement en France, ait provoqué une grande sensation. Comme je le disais, Mercier fait basculer l'utopie dans ce que, plus tard, Charles Renouvier a proposé d'appeler l'Uchronie. L'ailleurs se change en une anticipation du futur. L'épigraphe
d'ailleurs est emprunté à Leibniz, le présent est gros de l'avenir. Gros est enceint, l'idée d'une grossesse qui va accoucher du futur. On pourrait aussi d'ailleurs réfléchir sur cette métaphore de la grossesse et de l'accouchement et du sang de l'accouchement. En fait, quand on regarde le texte de Leibniz, qui est un texte composé par Leibniz en 1704, mais qui venait simplement d'être publié, c'est un texte que Leibniz écrit en français, et il cite Hippocrate en disant « Le présent est gros de l'avenir et chargé du passé, tout est conspirant, sunt noia panta », comme disait Hippocrate. Mais en fait, ce qu'intéresse Leibniz, c'est savoir si l'on peut prédire l'avenir, si la prophétie peut avoir un sens rationnel. Donc il y a une continuité entre le passé, le présent et l'avenir. Mercier isole la formule « le présent gros de l'avenir » pour donc lui donner, je crois, un sens différent. On peut également remarquer que l'an 2440 commence par une épître dédicatoire. Vous savez que la plupart des grands traités de la Renaissance, de l'âge classique, s'ouvraient par une dédicace au roi, aux mécènes, aux protecteurs. Et Mercier supprime cette dédicace au roi pour la remplacer par une dédicace à l'avenir, une dédicace à l'an 2440. Cette utopie ou uchronie qu'il décrit, eh bien, c'est au nom, en son nom qu'il parle. C'est sous son autorité qu'il se place. Et il pose une question à laquelle il ne peut pas répondre. « Ô mes chers concitoyens, vous que j'ai vu gémir si fréquemment sur cette foule d'abus dont on est là de se plaindre, quand verrons-nous nos songes se réaliser ?» Et le sous-titre, c'était « Rêve », l'an 2440, « Rêve s'il en fut jamais ». La réponse, pour un homme des Lumières, elle est dans le développement des Lumières. La pensée critique permet d'envisager une transformation de la société qui passe par la diffusion de la connaissance, la publication du savoir, le recours à la raison. Et une équivalence s'établit entre le philosophe qui prend la parole au nom de l'avenir et le vieux paysan à la fin qui a travaillé. On a le travail intellectuel et le travail manuel. Ce texte, donc, a eu un grand succès, a été réimprimé plusieurs fois. Une quinzaine d'années après son apparition en 1786, Mercier l'a remanié pour tenir compte d'une invention qui avait frappé l'opinion, à savoir les montgolfières, les ballons. Qui arrachaient les hommes à la fatalité de l'ici-bas. On pouvait voler. Donc Mercier introduit des montgolfières dans son avenir et il va même réimprimer son texte sous le directoire et sous le consulat. L'édition avec laquelle je travaille, c'est une édition de l'an 10, 1802. Donc on est sous le consulat. Alors, Mercier, je le rappelle, a été un journaliste. Il a, sous la Révolution, il a été député à la Convention, girondin. Il a rompu avec les Jacobins et emprisonné. Il a cru sa vie menacée,
mais finalement il a traversé la Révolution et survécu. Et après la Révolution, il publie un grand reportage sur la capitale révolutionnaire et révolutionnée, transformée, non pas au sens utopique du terme, mais transformée par les événements, et des événements qui ont été violents. Or, dans l'an 2440, il employait la formule « le nouveau Paris » pour décrire ce Paris lumineux où le travail est reconnu plus que la naissance, où il n'y a plus de disproportion des fortunes, etc. Et vers 1800, il publie « Le nouveau Paris », qui cette fois n'est pas le Paris utopique, mais le Paris bien réel, avec beaucoup de traces de la violence et de la terreur. Et alors que l'an 2440 rendait historique le déplacement géographique de l'utopie, on a l'impression que le nouveau Paris spatialise une histoire récente dont il ne parvient pas à produire la théorie. Et c'est très étonnant, ce nouveau Paris, parce que c'est une des rares histoires de la Révolution française non chronologique, mais qui est une promenade dans Paris. Et donc il va pouvoir évoquer